Parce que bon, c'est un tract. Je lis pas les torchons. Votre torchon, là? Pas la peine. Non, 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 non. Quand nos parents nous en parlent, quand nos amis qui sont en province nous en parlent, etc., on se dit là, ok, là il faut réagir. Et le meilleur outil pour réagir, surtout quand c'est des rumeurs intimes, ça reste le candidat. Si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit, c'est mon monogramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi, je ne le connais pas. Ce que la Russie a fait est mal. Et ce n'est pas parce que je travaille ici chez RT que je n'ai pas d'indépendance éditoriale. Je ne peux plus faire partie d'un média financé par le gouvernement russe. Je démissionne. Bonsoir, il s'appelle Paul Horner, c'est un fabricant de fausses informations, de fake news, et il en vit, c'est son métier. Certains pensent même qu'il a joué un rôle dans l'élection de Donald Trump. Nous sommes allés à sa rencontre dans l'Arizona. Ce soir, complément d'enquête se demande si les médias sont des menteurs, comme Donald Trump le dit de plus en plus souvent, et comme on l'entend aussi dans la campagne présidentielle française. Décryptage d'une fracture entre les journalistes et leur public. Pour en parler, nous sommes venus ici, sur le toit du journal Le Monde. On va s'intéresser à un bras de fer entre une mairie Front National et un journal local dans le Nord. On ira aussi en Russie voir comment Poutine investit de plus en plus dans l'information, la vraie et la fausse. Dans les fauteuils rouges, on recevra le patron de BFM TV, Hervé Bérou. On recevra Aude Lancelin, l'ancienne directrice de la rédaction de l'Obs. Et puis Samuel Laurent, le responsable de la rubrique Les Décodeurs au journal Le Monde. Mais tout de suite, donc, ce divorce entre une mairie Front National et un grand quotidien régional. Hénin-Beaumont, la Voix du Nord fait front. C'est un reportage de Mathieu Fourou, Julien Pelletier et Vincent Gobert. Les deux seules femmes dans votre parti. À Hénin-Beaumont, c'est jour de conseil municipal. Et comme à chaque fois, c'est jour de tempête pour les rares élus de gauche. Il faut aller à Boulogne-au-Port, voir du poisson. C'est bon. Ce matin, ils ne sont que deux. Ça me rappelle un peu la Russie en son temps. Hein. Peut-être que c'est votre collègue à gauche qui vous donne des envies, mais... Face à eux, le maire Front National, Steve Briouat, et sa trentaine d'élus, venus faire la claque. D'ailleurs, vous aurez un sacré coup de pied au derrière dans les prochaines semaines, parce que tout cela, on en a ras-le-bol. Des échanges musclés, auxquels assiste le journaliste Pascal Wallard de La Voix du Nord, le grand quotidien régional. Les électeurs vont vous mettre un bon coup de pied dans les urnes. Les conseils municipaux dans Bois de Vie, c'est toujours comme ça? Ici, depuis 2014, c'est toujours comme ça. J'ai déjà vu ça ailleurs? Non. Fort heureusement, non. Pascal Wallard a le sourire. Bienvenue à Hénin-Beaumont. Mais ça ne va pas durer. Il va se retrouver au centre des débats. Sur cette motion de soutien aux salariés de la Voix du Nord et de Nord-Éclair. Alors ça, c'est original. Les élus du Front National vont s'en donner à cœur joie. Je ne demande pas à ce que la Voix du Nord nous cire les pompes. Le journaliste se sent bien seul. Pendant 12 longues minutes, un adjoint attaque son travail, son honnêteté. Moi, madame, ce que je veux, c'est que cette ville, elle soit traitée par ce journal comme les autres villes. Et elle ne l'est pas, madame. Elle ne l'est pas parce que le responsable de cette agence, ça fait 17 ans qu'il est dans cette ville. Il a pris de très très mauvaises habitudes. Il pratique le copinage, sa source d'information est souvent unique, et il ne fait pas, à mon avis, son métier de manière professionnelle. Au fond de la salle, Pascal Wallard encaisse sans réagir. Il a l'habitude. Depuis 3 ans, le maire l'accuse de faire campagne contre lui. Tous les articles locaux sont toujours teintés d'ironie, de mesquinerie, d'attaques perfides lorsqu'ils nous concernent. Donc je pense qu'aujourd'hui, La Voix du Nord n'est plus un journal d'information, n'est pas un journal neutre, c'est un journal partisan. À Hénin-Beaumont,
Le torchon brûle entre la mairie et la Voix du Nord. Depuis qu'en 2014, Steve Riwa a remporté la ville au premier tour. Il traite la Voix du Nord en ennemi. Ce serait un journal de gauche qui salit sa ville. Le FN manifeste même sous les fenêtres du quotidien. La Voix du Nord a-t-elle dépassé les bornes? Au régional de 2015, elle appelle ses lecteurs à voter contre le Front National. 3-1, juste avant les élections. Du jamais vu dans la presse locale. Ça n'est jamais arrivé qu'un journal régional s'en prenne aussi violemment à un candidat. Ça a permis de nous souvenir qu'il y a un socle de valeurs sur lequel repose la Voix du Nord. Et puis je pense qu'hier, on était tous fiers d'être journalistes à la Voix du Nord. Le quotidien a été créé en 1942 par la Résistance. C'est une institution dans les Hauts-de-France. 230 000 journaux sont vendus chaque jour. Nous avons passé 2 semaines à Hénin-Beaumont, avec ces électeurs frontistes qui ont résilié leur abonnement. Oh non, je lis plus la Voix du Nord. Pourquoi? Parce que c'est un tract. Je lis pas les torchons. Votre torchon, là? Pas la peine. Non. Avec ces Français, pour qui média rime avec menteur. Dans le bassin minier du Pas-de-Calais, Hénin-Beaumont a longtemps vécu du charbon. Une commune de 27 000 habitants qui a voté à gauche pendant des décennies. Une ville coupée en deux, entre les anti-Voix du Nord et les fidèles de toujours, comme Dominique, Joël et Arlette. Ouais, ils vont embaucher 300 personnes à Auxerre. Bon, une licenciée. Qu'est-ce qui vous plaît dans le journal? Qu'est-ce que vous regardez en premier? Les morts. Les morts. Pour voir si on n'est pas dessus. Dominique et Joël lisent leur journal chaque matin, une tradition bien ancrée ici. De l'élu de votre cœur. Arlette, tu nous as caché des choses. Ah, vous êtes des lecteurs fidèles alors? Il y a longtemps. Moi, j'habite Hénin depuis 40 ans. Et c'est 40 ans que vous le lisez? Dans la Voix du Nord, mon père d'antan le lisait aussi, hein, donc... C'est de famille en famille. C'est de famille, ouais. Le journal est livré chez eux, tous les jours, à 6 h du matin. Ça leur coûte 37 € par mois, plus de 400 € par an. À l'intérieur, quelques pages sur la marche du monde et beaucoup d'informations locales. C'est le boulot de Céline Debette, reporter. Elle travaille depuis 3 ans à la rédaction locale d'Hénin-Beaumont. Loin des stars de la télé ou des chroniqueurs parisiens, elle écrit 2 à 3 articles par jour pour un peu plus de 2 000 € par mois. Ce jour-là, elle se rend au lycée hôtelier pour le concours général des métiers. Je suis en responsabilité de l'hôtellerie-restauration. Très bien. Ces reportages, c'est souvent le journal des bonnes nouvelles. Raconter les gens qui animent la région. Et depuis 13h30, en fait, ils sont dans des ateliers, en cuisine ou sur le service. D'accord. Céline, vous êtes toujours aussi bien accueillie quand vous venez pour la Voix du Nord? Oui, toujours. Oui, ça se passe toujours très bien. Oui. C'est comme ça? C'est comme ça, oui. Les gens sont plutôt accueillants, bienveillants, tout se passe bien. Pour nous, c'est d'avoir un article dans la Voix du Nord, c'est toujours très intéressant, oui. Très valorisant pour nos sections et notre lycée. Ça donne l'eau à la bouche. Bon, ici, Céline peut poser toutes les questions qu'elle veut. Et la mangue, se glisser dans les coulisses. La flambée, etc., la présenter. Elle reste 1 heure sur place, prend elle-même les photos. Tant qu'on ne parle pas de politique, tout va bien à Hénin-Beaumont. Retour à l'agence locale. Ils sont 6 journalistes pour couvrir les 16 communes des environs. À Hénin-Beaumont, compliqué d'avoir des infos. La mairie a coupé les ponts. On ne peut pas aller directement à la source puisque la mairie, depuis 16 mois maintenant, refuse obstinément de nous répondre et à donner des consignes au chef de service de ne pas le faire également. Quand on envoie un SMS au maire pour lui demander de réagir sur un sujet, il nous dit je réponds pas aux militants socialistes. Est-ce que vous êtes adhérents au Parti socialiste tous, les militants? Je crois qu'il n'y a aucun d'entre nous qui ait la moindre carte. Non. Qui n'ait jamais eu la moindre carte. C'est un fantasme. On a juste une carte de presse, c'est tout. La raison principale du boycott, c'est cette fameuse série d'articles contre le Front National, avant les régionales.
Ils n'en ont pas écrit une ligne. Ils ont un peu de mal à l'assumer. C'est un choix qui a été un choix éditorial qui a été fort, voilà, donc, qui a le mérite d'être clair. Vous avez été fiers, vous étiez mal à l'aise, particulier comme il y a. On savait juste qu'on allait trinquer. On n'a pas été déçus. Cette déclaration de guerre au FN, elle a été préparée à 30 km de là, au siège du journal, sur la grande place de Lille. L'état-major l'a écrite sans consulter personne. Aujourd'hui, la direction refuse d'en parler. Seul un élu syndical accepte de nous l'expliquer. Publier cette une à la veille d'une élection, est-ce que c'était pas une tentative d'influencer le vote? Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un journal? Le rôle d'un journal, c'est d'informer les gens afin qu'ils votent correctement. Le FN, bien qu'ils disent le contraire, n'est pas un parti comme les autres. Donc c'est en ce sens que nous, on était plutôt contents que, comme on considère que ce n'est pas un parti comme les autres, que c'est un parti qui distille la haine, on est un traitement différencié pour ce parti-là. La presse appelle à battre son camp. Tant mieux. C'était une distribution de crêpes. Steve Briouat privilégie le contact direct avec ses électeurs. Ah, 2 crêpes, s'il vous plaît. Pour Mardi Gras, le maire distribue les crêpes et les accolades. À défaut d'être invité au restaurant, hein? Alors, selon lui, les journalistes sont devenus inutiles. Les hommes politiques ont besoin de la presse. Eh bien maintenant, non. Voilà, ni la presse, ni les médias. Voilà, et nous avons été élus d'ailleurs contre une campagne médiatique comme jamais, et puis ça marche bien. D'ailleurs, on a fait 50% pour les tours. On a subi dernièrement au régional une campagne d'intoxication de la part de la Voix du Nord. Eh bien, néanmoins, nous avons réalisé 59% au premier tour. Donc maintenant, voilà, on n'a pas besoin de la presse, surtout pour dire des choses qui sont parfois mensongères. Le maire estime sa commune stigmatisée. Un autre article l'a rendu fou de rage. Un reportage sur ce muret installé par la mairie à la demande des habitants du quartier pour bloquer la circulation, éviter les cambriolages. La Voix du Nord avait donné la parole aux habitants dans cet article. Un mur qui fait des heureux, mais pas que. Le traitement de la Voix du Nord était assez modéré. Il disait d'un côté, il y a des gens qui sont d'accord, de l'autre, les gens ne sont pas d'accord. C'était assez classique. Non, écoutez, j'ai pas relu l'article depuis, mais l'article évoquait un mur. Un mur, sous-entendu, le Front National, lorsqu'il arrive quelque part, il veut installer un mur pour séparer les populations. Mais non, c'était pas un mur pour séparer les populations, c'était un muret pour protéger les habitants d'un quartier. Vous l'avez trouvé injuste ce jour-là, la Voix du Nord? Très injuste, oui, oui, oui. Les habitants l'ont réclamé avec une pétition. La ville d'Hénin-Beaumont vient de le construire. Après la Voix du Nord, l'histoire du muret est reprise par France 3 Nord-Pas-de-Calais. L'ouvrage a quand même de quoi surprendre. Les chaînes nationales suivent. Une mairie Front National dirigée par Steve Briouat. Et ironise. Ça pose un petit peu problème, c'est vraiment assez unique, un mur en pleine rue comme ça. LCI, BFM, iTélé, toute la presse parisienne débarque à Hénin-Beaumont. Depuis Londres, un journal britannique se moque même de ce mur anti-cambriolage qu'il qualifie de ridicule. Au niveau national, tout d'abord, puis international, les gens ont vu ça comme un symbole. Là où on abat des murs, à Hénin-Beaumont, on en érige. Enfin, c'était pas du tout notre volonté, c'était pas du tout la philosophie du papier. Je trouve qu'il y a eu du BFM, il y a eu tous les quotidiens nationaux. Puis beaucoup de papiers qui ont été faits, effectivement, par des gens qui ont pas mis les pieds ici, qui ont piqué une phrase chez nous, et puis après, ont mis leur petite sauce, quoi. C'est devenu un peu du grand n'importe quoi derrière. Vraiment. Après, on maîtrise pas ça. Dans le quartier, Gérald et Nicole ont mal vécu les jugements sur leur muret. Alors c'est ça le fameux mur? Ouais. Oui. Notre mur. Notre mur, vous voyez, on peut toujours passer les poussettes, les motos. Il y a combien de journalistes qui sont venus filmer ce mur en plus? Au moins une bonne vingtaine. De temps en temps, on y allait voir, leur demander, poser les questions. C'est bah oui, mais c'est le mur de la honte, c'est le mur de Berlin. voilà.
Gérald et Nicole ont voté pour Steve Briouat. Ils en veulent aux journalistes, au battage médiatique. Comme leur voisine Cathy, toujours agacée par les caméras. Ils vont nous la faire combien de temps? Franchement. Ah oui. Non, mais sérieusement, faut vraiment arrêter avec ça. Foutez-nous la paix. Sérieux. Pourquoi est-ce que vous croyez que les journalistes ils sont venus ici? Pourquoi? Mais c'est encore par politique pour embêter avec le FN. Mais vous êtes tout le temps avec ce truc-là, sérieux. Dès que c'est le FN, c'est toujours, c'est le racisme, voilà, ça revient toujours à la même chose. Comme ta voiture. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des voleurs. Cette colère contre les médias, la mairie l'a bien comprise. C'est Bruno Bild, l'adjoint à la communication, qui organise la riposte contre la Voix du Nord. Chaque matin, il épluche le journal. Il traque le moindre mot qu'il juge hostile. Comme dans cet article sur le dernier conseil municipal. Ni David Noël, ni Marine Tondelier avec au-dessus 5 heures de débat bien raisonnable. Mais c'est vrai qu'ils ont été gentils là. Oui. Ça va? Ouais, je voulais te voir sur le prochain magazine municipal. Tu as vu? Pour répliquer au journal, les élus du Front National utilisent le magazine mensuel de la mairie. Donc, si tu veux, je voudrais que on réponde à ça gentiment, parce que donc ils n'ont pas été très méchants et très fiers d'habitude, c'est pire. Ouais, c'est la contre-attaque là? Non, c'est juste une mise au point. Hein, donc une petite mise au point, parce que on estime qu'on n'est pas traité de manière donc objective, on dira. Et par conséquent, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. On conçoit aussi notre rôle, pas forcément comme un rôle de riposte, mais aussi un rôle de réinformation, d'éclaircissement parfois de certaines situations, parce que sur certains dossiers, on voit très bien que la Voix du Nord ne donne pas toutes les informations. Donc nous, on complète avec des chiffres, etc. La réinformation, elle passe notamment par des titres racoleurs dans le bulletin municipal et un portrait peu flatteur du journaliste Pascal Wallard, accusé sans aucune preuve d'insulter les habitants, de rouler pour la gauche. Le journaliste est devenu la cible principale du maire. C'est maintenant officiel, le chef d'agence de la Voix du Nord, Pascal Wallard, soutient ouvertement la gauche d'Hénin-Beaumont. L'agence de la Voix du Nord d'Hénin-Beaumont n'est qu'une officine de gauche et nous allons le faire savoir à toute la population. Voilà. Vous n'avez pas de main morte? Non, mais encore une fois, réflexe d'autodéfense. Officine de gauche, là c'est plus que la défense là. Oui, enfin encore une fois... Est-ce que c'est une insulte pour eux? Ah, attendez. Sur les réseaux sociaux, une page anonyme, La Voix des Nains, distille les mêmes insultes ciblées contre le chef d'agence. La preuve que le gros Wallard de la Voix du Nord a encore menti à ses lecteurs. Sur la page du maire, des visiteurs laissent des commentaires violents, comme sur cette copie d'écran, transmise par Pascal Wallard. Il faut leur faire pisser le sang à ces journalistes haineux et jaloux de votre réussite. C'est quand même très très violent. Hein. Très violent. Violent, vicieux. Voilà, c'est une perversion folle, quoi. Et encore, il y a énormément de postes qui ont été retirés. C'est d'une volonté de nuire que j'ai jamais rencontrée, quoi. Jamais rencontrée. J'ai malheureusement l'habitude, mon organisme encaisse. Mais bon, parfois on se dit qu'on n'a pas voulu faire ce boulot pour vivre ça, quoi. C'est pas, on n'a pas à vivre ça. Voilà. Et que je sais pas ce qui attend notre profession dans les mois à venir, mais c'est pas forcément réjouissant. Les journalistes se sentent sous pression constante. D'autant que le maire entend répondre dans leur journal à chaque article, même celui sur la stérilisation des petits chats errants. Sur quelque chose d'aussi bénin, la municipalité demande un droit de réponse? Oui. Mais c'est systématique, hein. On n'est plus étonné maintenant de recevoir, quel que soit le sujet aujourd'hui. Le seul moyen de communication qu'ils ont trouvé, c'est le droit de réponse. Ça va pas un peu trop loin? C'est un petit peu fatigant. Le maire en a exigé 24 en un an. La loi oblige les journalistes à publier ces textes sans les modifier. C'est quoi l'article? Demain, il y en a deux, les deux droits de réponse sur les chats et sur les policiers municipaux, donc qui seront ici. Mais ça prend de la place. Et ici, il y aura un article donc d'un rédacteur en chef adjoint qui va expliquer comment on travaille ici à Hénin-Beaumont et le harcèlement
qu'on subit. C'est ça le but, de vous user, de vous fatiguer? Ouais. Ça marche pas puisqu'on continue d'expliquer d'expliquer dans nos colonnes qu'on continuera à faire notre travail quoi qu'il arrive, quoi. Dans cette bataille, les électeurs du maire ont choisi leur camp. Arrivé à Noël, BFM TV en parle. Pour Gérald, Nicole et Cathy, la Voix du Nord, c'est fini. Je ne prends pas la Voix du Nord, mais du peu que j'ai pu lire, justement, de petits messages qui peuvent passer en réseau, la Voix du Nord prend parti. Elle va prendre parti avec le socialiste ou même les autres politiciens de la mairie, quoi. Contre le FN. Normalement, elle ne doit pas prendre parti. Moi, je ne prends plus la Voix du Nord. C'est un peu... Et comme je dis, de trop, c'est de trop, ça nous fait chier. À la longue, on va même plus vous écouter. Dans la région, comme partout en France, la presse perd des lecteurs. 5% de ventes en moins pour la Voix du Nord chaque année depuis 3 ans. À cause d'Internet et de la crise. À cause peut-être aussi de la méfiance grandissante qu'inspirent les journalistes. Et voilà pour ce reportage signé Mathieu Fourou et Julien Pelletier. On se retrouve maintenant dans les locaux de BFM TV à Paris avec le patron Hervé Bérou. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Et merci de nous accueillir. On va parler de cette campagne présidentielle qui est quand même très tendue entre la presse et les politiques en général. Mais d'abord un mot sur ce qu'on vient de voir, ce bras de fer entre une mairie et un grand quotidien régional. Est-ce que ça vous semble normal qu'un média, comme La Voix du Nord l'a fait ouvertement, prenne position contre un parti ? Je n'ai pas jugé la prise de position de La Voix du Nord, mais c'était un acte fort, en effet, et un acte inhabituel pour un quotidien régional. Les quotidiens dits d'opinion nationaux le font fréquemment à chaque élection. En revanche, il est très rare qu'un quotidien régional prenne position comme La Voix du Nord l'a fait. Forcément, ça a des conséquences. Voilà. Après, ça n'excuse évidemment pas ce qu'on a vu, les attaques personnelles contre le journaliste et les journalistes de l'agence qui font leur travail. Mais évidemment, avec une telle prise de position avant l'élection, ça ne pouvait que mal se passer entre la mairie Front National et le quotidien. Et puis alors, ça donne des arguments à Marine Le Pen qui, depuis des années, et comme son père le faisait depuis encore plus longtemps, dit « j'ai tous les médias contre moi ». Marine Le Pen, elle le répète constamment et elle dit « j'ai notamment BFM contre moi ». Oui, finalement c'est le prolongement de ce qu'on a vu dans le reportage à Hénin-Beaumont, le filon de la critique des élites, donc des journalistes parmi les élites fonctionne, donc le Front National et d'autres surfent sur ce filon, et ce que l'on voit à Hénin-Beaumont avec La Voix du Nord, eh bien on le retrouve au niveau national, et Marine Le Pen a choisi quelques cibles dans cette campagne électorale contre toute réalité. Alors au Front National, ils disent on a BFM contre nous, mais ils disent pas que ça. Ils disent BFM a choisi son candidat. BFM serait Télé-Macron. C'est une petite musique qu'on entend partout. Oui, mais il faut prendre un peu de recul, remonter un peu dans l'histoire. Celui qui marche, celui pour lequel ça fonctionne, celui qui est en tête des sondages, bien évidemment, dans l'idée de tous les autres, il a le soutien du système et des médias. Rapidement, moi, en 2011, quand je suis arrivé à BFM TV, la primaire socialiste a bien fonctionné, les socialistes avaient le vent en poupe, Nicolas Sarkozy était à l'Élysée en difficulté, on nous a dit tout de suite, vous avez survendu les primaires socialistes, vous voulez servir de marchepied à François Hollande, vous voulez la chute de Nicolas Sarkozy. Ça a duré jusqu'à la fin de la campagne de 2012. Et puis, François Hollande a été élu. 6 mois plus tard, nous étions devenus la télé anti-Hollande, parce que ça se passait mal pour François Hollande et qu'on le racontait. Et puis, le Front National a commencé à avoir des victoires dans les urnes, et nous sommes devenus BFN, pour certains. Voilà. Et puis, Emmanuel Macron a commencé à émerger, il a été candidat, ça fonctionne pour lui dans les sondages, donc forcément, il a le soutien des médias, et ceux qui sont en difficulté, par exemple Marine Le Pen, François Fillon, qui est au cœur d'une affaire, a parfois les mêmes raisonnements, eh bien, vont expliquer que les médias, donc nous, première chaîne d'info, sommes au service d'Emmanuel Macron. Mais je vous garantis une chose, que si demain Emmanuel Macron s'écroule dans les sondages, ou s'il est élu président de la République et connaît des difficultés, ce qui sera forcément le cas s'il est élu, eh bien nous deviendrons la télé anti-Macron. Ouais, alors ce qu'on entend aussi, c'est que Macron, c'est le candidat des grands patrons de l'économie du CAC 40, et que les médias, par exemple, BFM, appartiennent tous à des grands groupes, en l'occurrence Drahi, SFR, Le Téléphone, comme on a Xavier Niel qui possède Le Monde, Le Nouvel Obs et d'autres.
En gros, ceux qui possèdent en France le téléphone portable posséderaient les médias. Alors aujourd'hui, pour être déjà clair, à ce jour, le patron, l'actionnaire majoritaire de BFM TV reste Alain Veil, qui possède 51% du capital, et Patrick Drahi, 49% à ce jour. Voilà. Et Alain Veil n'est pas dans le téléphone. Il a Veil fait n'est pas fortune dans dans le les téléphone, médias. Absolument. Voilà, ça c'est une chose. Et puis ensuite, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Patrick Drahi, moi depuis 1 an et demi qu'il est entré au capital du groupe, je l'ai vu 3 fois. J'ai discuté une fois en tête-à-tête avec lui, une seule fois en 1 an et demi, pendant une demi-heure, et on a parlé de tout sauf de la ligne éditoriale de BFM TV. Et je ne l'ai jamais au téléphone, ni lui, ni ses troupes chez Altis ou chez SFR, jamais. Alors, c'est pas nouveau, on l'a dit, qu'il y ait des tensions au moment d'une campagne présidentielle. En France, la présidentielle, c'est tellement important que ça se tend à chaque fois. La nouveauté, c'est peut-être quand même qu'on a des attaques ad nominem, des présentateurs qui sont désignés dans des meetings, les journalistes qui sont sifflés. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les reporters politiques de BFM, quand ils rentrent des meetings qui se font traiter de journalopes, de merdia et d'autres termes agréables de ce genre-là? Ça, c'est quand même assez nouveau. Il y a un niveau de violence qu'on ne connaissait pas, peut-être. Ça a commencé, ça aussi, en 2012, à la fin de la campagne de Nicolas Sarkozy, au moment où il était lui aussi en difficulté, il faut s'en souvenir. Dans un de ses derniers meetings, nos éditorialistes, Thierry Arnaud, Routel Krief, avaient été attaqués par des militants pro-Sarkozy à l'époque. Ils avaient été insultés, ils avaient reçu des bouteilles d'eau. Voilà, pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le candidat était en difficulté. Aujourd'hui, on retrouve ça, par exemple, dans les meetings de François Fillon. Je peux le comprendre de la part des militants qui se sentent en difficulté, qui auraient voulu que leur candidat puisse éviter cette affaire, mais c'est comme ça, cette affaire, elle est là, et nous la racontons. Et comment on peut lutter contre cette défiance qui monte? Parce qu'elle monte. Il y a quand même de plus en plus de gens qui disent « je ne crois plus les médias ». Bien sûr, mais c'est un paradoxe d'ailleurs, c'est que les politiques, là encore on l'a vu dans le reportage, exploitent ce filon, alors qu'au départ, si la défiance monte contre les médias, c'est que les gens pensent que les politiques et les médias appartiennent à la même caste, à la même élite. C'est parfois vrai, c'est souvent faux. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage, la journaliste de La Voix du Nord, Hénin Beaumont, qui gagne 2 000 € par mois. C'est le cas de très nombreux journalistes en France aujourd'hui. Les journalistes ne font pas tous partie des élites, mais de fait, dans l'idée de la population, il y a cette collusion entre les différentes élites. Et le paradoxe, c'est que les politiques, eux, s'extraient de cette idée-là pour essayer de la récupérer en se rapprochant de la population contre les journalistes. Merci beaucoup Hervé Bérou, patron de BFM TV. Merci de nous avoir accueillis. On va continuer à se pencher donc sur ce phénomène nouveau des fake news, des informations inventées, avec un exemple aux États-Unis. Pendant la campagne américaine, les manifestants anti-Trump étaient payés 3 500 $ chacun par Hillary Clinton. Évidemment, c'était faux, mais beaucoup y croient encore, même après les démentis. Et nous avons retrouvé l'inventeur de cette info. Fake news, fausses infos et vrais bénéfices. C'est une enquête de Zoé de Bussière, Soigny Thiebaud et Gianni Colo. Vous avez remarqué, comme ces 2 petits mots se sont imposés à nous ces derniers temps, les fake news ou fausses informations. Elles se propagent à la vitesse de la lumière par les réseaux sociaux, jamais vérifiées, très souvent gobées. Des rumeurs déguisées en articles sérieux qui polluent les campagnes électorales en France ou aux États-Unis. Quel est leur impact réel? Comment sont-elles devenues aussi crédibles que les médias traditionnels? Qui se cache derrière ces mensonges? Première cible des fake news depuis le début de la campagne, Emmanuel Macron. Au siège de son mouvement, chaque bénévole a pour mission de faire remonter les rumeurs qui circulent sur le candidat. Celui qui les centralise, c'est Pierre Le Texier. Engagé à l'origine pour riposter contre les adversaires politiques, il passe le plus clair de son temps à démentir de fausses informations. Honnêtement, j'ai été surpris. Et je ne m'imaginais pas qu'on aurait autant de fake news et que ce serait vraiment à ce niveau-là, à la fois sophistication et de volume, et qu'elle pénètre vraiment aussi fort les médias, qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'en parler devant une caméra. Régulièrement, il regarde quels sont les mots-clés associés au nom de Macron dans les recherches Google. L'une des rumeurs les plus persistantes, il serait en fait en couple avec Mathieu Gallet, le patron de Radio France.
quand nos parents nous en parlent, quand nos amis qui sont en province nous en parlent, etc., on se dit là, ok, là il faut réagir. Et le meilleur outil pour réagir, surtout quand c'est des rumeurs intimes, ça reste le candidat. Et voilà comment, le 6 février dernier, avant même d'avoir présenté son programme aux Français, le candidat a dû leur ouvrir la porte de sa chambre à coucher. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit, c'est mon hologramme qui soudain a échappé, mais ça ne peut pas être moi, je ne le connais pas. Impossible de détecter l'origine de cette rumeur. Mais désormais, il est facile de savoir comment elle s'est propagée sur les réseaux sociaux. Cette jolie constellation, c'est son chemin parcouru sur Twitter, de compte en compte. Il y en a plusieurs milliers. C'est très utile aussi pour savoir d'où vient la rumeur, ça nous permet aussi de... si on sait quel compte les propage, on peut les surveiller beaucoup plus efficacement. Les comptes qu'il surveille le plus, ce sont ceux de l'extrême droite. Notamment celui de Marion Maréchal Le Pen. Ses 260 000 abonnés lisent chacun de ses tweets, y compris quand elle relaie une information totalement fausse. Le 2 mars dernier, elle partage un article étonnant. Emmanuel Macron, candidat préféré de l'Arabie Saoudite à l'élection présidentielle. Un article qui affirme que la campagne d'Emmanuel Macron est financée à hauteur de 30% par le pouvoir saoudien. Gage de crédibilité, il provient du très sérieux journal Le Soir, en Belgique. Mais en réalité, il s'agit d'un faux, d'une copie. La page a le temps de circuler dans plusieurs pays, avant qu'à Bruxelles, à la rédaction du Soir, le chef du service web ne s'aperçoive de la supercherie. Ils nous ont plagié. Il a vraiment, si vous regardez, copié la structure du site, à savoir les blocs qui sont sur le côté, les différents modules de commentaires, etc. Et il a simplement remplacé le corps du texte, ce qui fait qu'on l'a vu apparaître à la fois dans nos articles qui étaient en ce moment consultés sur le site, et on l'a vu également apparaître dans nos flux Twitter, puisque les gens mentionnaient cet article en mettant un article de Le Soir. La copie fait très pro. Le procédé, lui, n'est pas si compliqué. Il suffit de copier-coller le code source de la page et de réécrire n'importe quoi à la place de l'un des articles d'origine. L'exploit, c'est d'avoir réussi à faire en sorte que cette page qui est perdue au milieu de nulle part, qui est rattachée à aucun site web, vers laquelle aucune page du web ne renvoie, qui elle-même ne renvoie à aucune page, etc., que cette page-là ait réussi à être partagée par autant de monde. Même si c'est que 15 000 personnes, c'est pas non plus énorme. Mais je vous mets au défi de créer une page dans votre coin reliée à rien du tout, d'ouvrir un nom de domaine et d'essayer de le partager, même en prenant tous vos amis, etc. Vous n'arriverez jamais à 15 000, même en une semaine. Quelques heures après la découverte du plagiat, le rédacteur en chef du Soir décide de publier un démenti. La presse, obligée de cavaler après les réseaux sociaux et leurs fake news, c'est désormais inévitable. Je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans, j'aurais dit, mais on doit se distancier, ça c'est pas à nous, c'est à un autre site. On garde nous, on ne va pas donner une caisse de résonance à cette information qui est fausse. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. Le fait qu'on ait répondu à tous les gens qui ont diffusé cette information a permis d'en tout cas cadrer la polémique et en tout cas de la diminuer beaucoup plus vite que ça aurait été le cas si on s'était tué. Ça, j'en suis totalement certain. Pour Christophe Berti, les fausses informations pullulent pour une raison bien précise, la défiance envers les médias. Il y a 20 ans, juste après l'affaire Dutroux, le Grand Quotidien avait lancé un sondage sur la confiance des Belges envers les institutions. À l'époque, seuls 42% des gens faisaient confiance à la presse, pas glorieux. Aujourd'hui, ce chiffre a dégringolé à 21%. À croire que 8 personnes sur 10 préfèrent faire confiance à ce qui circule sur Internet, même si c'est faux. On nous dit, sans doute vous êtes moins indépendant, sans doute vous êtes moins indépendant financièrement, sans doute vous êtes moins indépendant par rapport à la politique. Et on a un petit peu aussi pris dans le rejet de la politique. Comme les gens ne croient plus les politiques, ils ont le sentiment que des journaux en général, et le mien en particulier, relaient leurs paroles, évidemment on a un peu pris dans cette tourmente, que ça participe au fait que le débat n'est plus objectif, que le débat n'est plus sourcé, que le débat n'est plus argument contre argument, mais le débat est anathème contre anathème, et quand on en arrive là, on en arrive au populisme. Le Soir, emblème du crépuscule de la presse, bataillant contre l'hégémonie virale des fake news.
Leur plus belle victoire, la dernière campagne américaine. Durant 4 mois, elles ont pris le pouvoir, monopolisé le débat et les discussions. Sur les réseaux sociaux, les 20 fake news les plus populaires ont été partagées et commentées par 8,5 millions d'internautes. Dans ce palmarès, on apprend que le pape soutient la candidature de Trump, que Michelle Obama est en fait un homme, ou qu'Hillary Clinton a vendu des armes à l'État islamique. L'un des épicentres du phénomène se trouve dans une ville en plein désert, Phoenix, dans l'Arizona. Ici, les démocrates ont bu le bouillon. Et d'après eux, les fake news n'y sont pas pour rien. Hi, nice to meet you. Ça va? Comment est votre morale depuis la défaite de novembre? Suicidaire. En fait, on n'est pas encore tout à fait remis. Là, on commence tout juste à voir les choses telles qu'elles sont. Et maintenant, il est temps d'aller nous battre. Ambiance gueule de bois au QG des démocrates. Enrique Gutiérrez est directeur de la communication et cette campagne lui laisse un goût amer. Il n'a pas pu lutter contre le virus. L'Arizona a toujours été la figure de proue des fake news. Si vous vous souvenez bien, c'est d'ici qu'est partie l'une des plus importantes de ces dernières années. C'était celle selon laquelle le président Obama n'était pas né aux États-Unis. Il a dû carrément montrer son certificat de naissance pour que la rumeur cesse. Et là, l'une des dernières en date, c'est que le Parti démocrate aurait payé des gens pour aller manifester contre Trump. Évidemment, c'est faux. Voici ce qui circulait pendant la campagne. Le témoignage d'un homme qui aurait été payé 3 500 $ par les démocrates pour manifester contre Trump. Un faux plus vrai que nature. Regardez cet article sur les manifestants qu'on aurait soi-disant payés. Il est écrit ABC News. C'est tout à fait crédible comme source. Tout le monde connaît ABC News dans notre pays. Et en plus, Corey Lewandowski, le directeur de campagne de Trump à l'époque, l'a partagé sur Twitter. Et ça légitime cette fausse information? Oui, bien sûr. Pour lui, les fautifs sont avant tout les auteurs de ces faux articles. Ici, un certain Jimmy Rustling. Enrique l'ignore, mais le petit malin derrière ces lignes, il l'a peut-être déjà croisé. Il ne s'appelle pas Jimmy Rustling, mais Paul Horner. Il habite dans un quartier underground de Phoenix. Paul Horner, maître incontesté de la fake news. Un ado rebelle, dans le corps d'un geek de 38 ans, devenu roi du mytho. Cela fait 6 ans qu'il en invente. Au départ, des canulars pas bien méchants. Chaque premier vendredi du mois, les artistes exposent dans ce quartier, vous allez voir. On va aller au Lost Cliff, c'est un bar. L'une de ses premières victimes, son bar de quartier. Un jour, Paul a écrit un article pour raconter que le célèbre artiste Banksy, un graffeur mondialement connu, avait posé l'un de ses graffitis sur le mur extérieur du bar. Salut! Il publie même la photo d'une fausse œuvre en s'inspirant du style immédiatement reconnaissable de Banksy. Ouais, je m'étais aidé de Photoshop. Et je m'étais dit que je ferais croire que c'était ici, en bas de ce mur. Évidemment, Banksy n'a jamais mis un pied au Lost Cliff. Mais peu importe, Paul a réussi son coup, même les salariés du bar y ont cru. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était vrai. Même en travaillant ici, vous y avez cru? Oui, et puis j'ai regardé de plus près. Je ne reconnaissais pas le mur. J'ai fait le tour du bar, je me suis dit, ah, ok. Oui, il m'a raconté que plein de gens étaient venus jusqu'ici, juste pour voir. Oui, ils venaient et nous demandaient, excusez-moi, elle est où l'œuvre de Banksy? Toute la journée? Ça a duré plusieurs jours. Paul Horner s'est même déjà fait passer pour Banksy lui-même. D'ailleurs, il se pique d'être un artiste un brin provoque. Sur les murs de chez lui, sa dernière œuvre,
Une caricature de Trump en Hitler suprémaciste blanc. Lui, il fait peur. Il veut rendre l'Amérique blanche. Et ça, c'est les musulmans. Et ça, c'est tous les débiles qui sont fans de lui. Donc apparemment, vous n'aimez pas Donald Trump. Non, pourquoi? Vous l'aimez, vous? Pourtant, toutes les fake news qu'il a écrites durant la campagne ciblaient les démocrates. Plagiant de vrais sites d'information, ces titres étaient des aimants à clics. Le président Obama fait de septembre le mois des musulmans. Un agent des services secrets révèle « Obama est gay et musulman ». Hillary Clinton déclare « Obama devrait accueillir 2 fois plus de réfugiés musulmans ». Une petite obsession pour l'islam, car il sait exactement ce qui va mettre le feu aux poudres. D'après lui, les antidémocrates sont ceux qui relaient le plus d'informations sans les vérifier. Je les voyais poster des trucs débiles. Les fanatiques de la Bible, ou de n'importe quelle autre religion, les supporters de Trump et l'extrême droite. Le business plan de Paul est assez simple. Il se rémunère grâce aux liens publicitaires sur ses différents sites internet. Plus il a de visiteurs, plus il a d'argent. D'après lui, il gagne entre 5 et 10 000 $ par mois, mais durant la campagne, ce serait allé jusqu'à 18 000 $. Pour chacune de mes histoires, j'essaie d'avoir au minimum 5000 partages sur Facebook. Et si je les obtiens pas rapidement, je supprime l'article. Ensuite, je les poste sur tous les groupes de fans de Trump, et puis sur mes faux sites d'information, ABC, NBC, etc. Cynique, Paul Horner, lui, affirme qu'il ne fait pas ça pour l'argent. À l'écouter, il aiderait même les citoyens à développer leur sens critique. Certains disent que les fake news et les gens comme vous ont contribué à faire élire Trump. Qu'en dites-vous? Tous ces débiles auraient voté pour lui de toute façon. Et pour tous ceux qui ne comprennent pas qu'il s'agit de nouvelles satiriques? Je m'en fous. Mais peut-être que certains ont été influencés. Ils ont pensé que tout ça était vrai, et donc ils ont voté pour Trump. Si vous avez voté pour Trump à la suite d'un de mes articles, alors vous êtes vraiment débile. Débile? Vraiment? Nous avons voulu faire un petit test pour voir à quel point ces inventions avaient pénétré l'esprit des Américains. Nous avons imprimé quelques articles de Paul Horner et nous sommes allés à la rencontre des habitants de Phoenix, les débiles et les autres. Il y a ceux qui détectent la supercherie au premier coup d'œil. Vous connaissez cette histoire? Oui. Et vous pensez que c'est vrai? Non. Vous avez entendu parler de ça, madame? Non, mais c'est une fausse information. Il y a aussi les sceptiques qui ne savent plus qui croire. Vous pensez que c'est vrai ou faux? J'en sais rien. C'est dur à dire. De nos jours, on ne sait plus ce qu'il faut croire. Et puis, il y a ceux que la fake news a déjà touchés et qui n'en démordent pas. Vous avez entendu parler de ça? Ah ouais, j'ai vu ça. Oui? Et vous avez vu ça où? Sur Facebook. Oui, j'ai lu sur Facebook le témoignage de quelqu'un qui disait avoir été payé. Plusieurs personnes même disaient ça. Et en général, comment vous vous informez? Avec les réseaux sociaux. Seulement? Et comment vous savez que c'est vrai? Ah, ça, j'en sais rien. De toute façon, vous, les médias, on ne vous croit plus. Ici, les médias perdent le match face aux fake news. L'article de Paul a été vu et partagé par des centaines de milliers de personnes. Mais il n'y en a qu'une qui ait accepté de nous parler. Un certain Karl Landgren. Il vit à l'autre bout des États-Unis, en Caroline du Nord. À 55 ans, Karl vend des voitures made in USA dont il n'est pas peu fier. Il adore son pays. Ce qu'il n'aime pas, c'est la façon dont les médias traditionnels en parlent. C'est même écrit sur le pare-choc de sa Buick, flambant neuve.
Est-ce que vous vous sentez bien représenté par les médias traditionnels? Je pense qu'ils ne représentent plus la majorité des Américains. Ils nous montrent du doigt, ils nous ignorent, ils violent nos droits en fait. Désormais, Karl ne regarde plus les infos à la télé, n'achète plus le journal. Il s'informe surtout par les réseaux sociaux. Ce que postent ses amis va souvent dans le sens de ce qu'il pense lui-même. Ça tombe bien. Vous vous souvenez de la façon dont vous êtes tombé sur l'article qui raconte que les manifestants anti-Trump étaient payés? Je crois que c'était un lien sur Facebook que quelqu'un avait posté. Mais je ne me souviens plus vraiment du site d'origine, par contre. Et lorsque vous avez vu ce titre, vous en avez pensé quoi? Je me suis dit 3 500 $, bon sang, c'est scandaleux. Clairement, il faut que quelqu'un soit très riche pour payer des gens 3 500 $ chacun. Quand vous l'avez commenté, vous avez tout de suite pensé que c'était vrai? Eh bien oui, j'ai vu écrit ABC News, ça ressemble à leur logo, et j'ai cliqué sur partager. Je le fais très souvent. Il y a un détail que Karl n'a pas remarqué. Depuis quelques jours, l'article a été modifié. Paul Horner a ajouté ces quelques lignes. Cette histoire n'est pas vraie. Personne n'a besoin d'être payé pour aller manifester contre Trump. Ces quelques lignes ont été ajoutées il y a 5 jours. Ah bon? Oui, oui, par l'auteur lui-même. Il se trouve que c'est un auteur de fake news. Ah, d'accord. Vous y croyez encore, du coup, au fait que les manifestants aient été payés pour manifester contre Trump? Écoutez, je vais vous dire, ça ne me surprend pas que les gens soient payés. Je l'ai entendu de plusieurs sources. La somme, oui, c'est suspect. 3 500 $, ça peut rendre sceptique, mais je pense toujours que des gens ont été payés pour venir manifester contre Trump. C'est vraiment arrivé. Voilà le miracle de la fake news. Elle remet au goût du jour l'adage populaire « Calomnié, il en restera toujours quelque chose ». Un quelque chose qui inquiète les pays européens, dont une grande partie s'apprête à aller aux urnes. Alors le 8 mars dernier, à Bruxelles, le Parlement a organisé une conférence sur l'impact des fausses informations. Et les députés ont un invité de marque. Je vous demande d'accueillir Paul Horner. D'après son CV, c'est un journaliste mondialement connu. Et d'après Google, il détient le record du plus gros pénis de l'univers. Mais ça, je suppose que c'est une fake news. Non, c'est vrai. Bon, je vais essayer d'être rapide. Devant l'Assemblée, Paul Horner se justifie une fois de plus. Ça fait 6 ans que je suis dans ce métier. Et je pense que vous ne regardez pas les choses de la bonne manière. Je vais tenter de vous expliquer ce que je fais. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Et si c'est pas le cas, bah, tant pis pour vous. Mais Paul Horner est plus à l'aise dans le monde merveilleux des fake news que dans la vie réelle. Ce jour-là, dans la salle, il n'a convaincu personne. Et voilà pour cette enquête signée Zoé de Buissière et Soigny Thiebaud. Et on se retrouve ici au Monde, à l'étage occupé par les décodeurs et le Décodex. On est avec vous, Samuel Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de ces nouveaux services qui n'existaient pas il y a quelques années, qui consistent donc à essayer de vérifier l'info. Vous allez nous expliquer comment ça marche. D'abord un mot sur ce grand journaliste, entre guillemets, qu'on vient de voir chez lui dans l'Arizona, puis ensuite reçu par l'Europe à Bruxelles, Paul Horner. Vous en aviez entendu parler? Oui, bien sûr. Puis je trouve que c'est un personnage assez emblématique finalement de l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que lui-même ne se rend pas compte, finalement, estime que ce qu'il fait, c'est des blagues, que les gens qui tombent dedans sont bêtes et que finalement c'est amusant et qu'il devrait continuer. Et ne se rend pas du tout compte de l'impact que ça peut avoir en fait. Ce que lui considère comme des blagues, de ce que ça peut affecter de la vraie vie de gens qui le croient en fait. Alors on a vu qu'aux États-Unis, énormément de gens avaient cru qu'on payait les manifestants anti-Trump. Énormément de gens ont cru que Madame Obama était un homme, etc., etc. Est-ce qu'on a l'équivalent en France? Bien sûr qu'on a l'équivalent en France.
France. Donc rappelez-vous de Farid Fillon, hein, le surnom donné à François Fillon. Ou Ali Juppé. Juppé. Rappelez-vous de ce genre de choses. Bien entendu qu'on a la même chose. Alors, prenons des exemples. Vous venez de dire Ali Juppé ou Farid Fillon, donc des sites qui consistent à expliquer que les leaders de la droite, en l'occurrence, sont près des courants musulmans radicaux. Votre boulot à vous, c'est d'essayer de trouver qui est derrière ? C'est d'essayer déjà de démonter la rumeur quand elle est vraie, c'est déjà d'essayer de voir si elle circule beaucoup, puisque longtemps les journalistes ont dit qu'il ne faut pas parler des rumeurs parce qu'on les fait grossir. On s'aperçoit bien qu'aujourd'hui avec Internet, on n'a plus du tout le monopole de la diffusion de l'info, que de toute façon, qu'on en parle ou pas, les rumeurs, elles vivent leur vie. Donc nous maintenant, notre idée, c'est d'essayer de les démonter et d'essayer de faire en sorte que des gens qui tombent dessus, enfin qu'il y ait au moins une production en ligne qui disent attention, c'est faux. Même si on est lucide sur le fait que bien souvent, et c'est sans ça que c'est très dangereux, une fois que les gens ont cru une rumeur et une fois qu'ils l'ont prise pour vraie, c'est très difficile de leur faire admettre qu'elle est fausse en fait. Alors on voit que dans un grand quotidien comme Le Monde, maintenant, il y a ici donc, tout un étage. Vous êtes plus d'une dizaine, une quinzaine à travailler là-dessus. En fin de semaine dernière, vous avez découvert, par exemple, un jeune homme qui essaye de faire courir la rumeur que Macron va taxer les propriétaires, va mettre un loyer à ceux qui ont fini de payer leur appartement. Voilà, ça c'est intéressant parce que c'est très emblématique du fonctionnement. Donc c'est une très vieille rumeur en fait qui tourne depuis 2012 au moins, qui vient de rapports et effectivement d'économistes qui pensent qu'il faudrait taxer en gros les propriétaires quand ils ont fini de payer leur remboursement de crédit. C'est une théorie économique qui a été proposée plusieurs fois, notamment par un économiste qui s'appelle Jean Pisani-Ferry. Or cet économiste a rejoint Emmanuel Macron en fin d'année dernière. D'où c'est QFD, Macron va taxer les propriétaires. Exactement, et ça a suffi à balancer ça. Et ce qui est fascinant, c'est que donc la dernière rumeur en date qui a été lancée par un tout petit site, je ne vais pas lui faire sa pub, hein, mais en fait elle a beaucoup tourné. Et surtout, nous on a confronté cette personne, on a fait un article pour expliquer que c'était faux avec le démenti d'Emmanuel Macron, enfin de la campagne d'Emmanuel Macron disant que c'était faux. Et la personne en question n'a pas du tout effacé son article malgré ce démenti. Elle dit non, mais moi j'estime que maintenant faites-vous une opinion en gros, même si Macron dit que c'est pas vrai, moi je pense que c'est vrai. Et c'est fascinant, puisque si Macron décide de faire ça, à un moment donné, soit il l'admet, soit il l'admet pas. Mais si lui, il vous dit « je vais pas le faire », au pire, vous pouvez le coincer dans 6 mois s'il le fait. Mais vous pouvez pas dire « ah bah non, moi j'estime que vous allez le faire quand même et que vous mentez ». Alors, pourquoi est-ce que ça prospère autant, ces informations ? Il y a parce que depuis quelques années, on a les réseaux sociaux, c'est plus facile de faire courir une rumeur, mais il y a aussi que les gens ont de moins en moins confiance dans les médias traditionnels. On l'a vu dans le reportage de Zoé Bussière, sur le marché de Phoenix, elle a une dame qui dit « de toute façon, je ne vous crois plus, donc je crois ce que je lis sur Facebook ». C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez l'effet sur Facebook où quand une information vous est recommandée par un proche, si vous faites confiance dans ce proche quelque part, vous faites confiance dans l'information qui vous diffuse même si elle n'est pas fiable. Et il y a effectivement que tout ça prospère sur fond de discrédit très fort de la presse, où on voit très bien nous, quand on va discuter avec des internautes, que des gens de plus en plus nous disent « mais de toute façon, c'est vous la fake news, je ne vous crois pas ». Et alors, ce qui est assez récent, c'est cette appli que vous avez lancée, donc qui s'appelle Décodex, qui consiste à attribuer aux sources d'informations des pastilles de couleurs, un peu comme les voitures polluantes, les voitures diesel dans Paris, les rouges, les verts, les oranges. Alors c'est presque ça. On a effectivement créé une base de données qui indexe 600 sources d'informations, essentiellement francophones mais aussi à l'étranger, et qui, dans certains cas, questionnent leur fiabilité. C'est-à-dire qu'on va vous dire sur certains sites, attention, là vous êtes sur un site qui diffuse régulièrement des fausses informations, ou de la propagande, ou qui est très orienté, ou qui en tout cas n'est pas très fiable. Mais on n'essaye pas d'avoir un message sur les bons points et les mauvais points, c'est plus un message sur là on sait que ce site a diffusé régulièrement des choses complètement fausses. Donc lisez-le si vous voulez, mais lisez-le en connaissance de cause. Mais à l'arrivée, n'empêche, vous avez mis des pastilles de couleurs, et alors aussitôt il y a eu des gens qui se sont levés, mais qui se sont dit, mais ils sont qui au monde pour donner des bons points et des mauvais points ? Est-ce que vous êtes les nouveaux flics de la pensée, la préfecture de police de la pensée ? Oui, alors on a eu droit à tout, de Orwell à Staline, j'en passe et des meilleurs. Je pense pas qu'on soit les flics de la pensée, puisque ce qu'on essaye de marquer, c'est pas du tout la pensée. Vous pouvez être d'extrême droite et dire des choses vraies, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est si vous dites des choses fausses. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment des sites et des officines dont le travail, c'est toute la journée de diffuser des choses fausses qui vont dans un sens propagandiste et militant. Et que ça, effectivement, c'est une tentative aussi parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent pas ces sites et qui sont de bonne foi quand ils vont dessus et qui croient à l'information. Parce qu'ils ne savent pas sur Internet, ils n'ont pas forcément les réflexes pour savoir que tel site est plus fiable que tel autre. Donc c'est avant tout à ce besoin-là qu'on a voulu répondre. Nous, ce qu'on a fait, c'est un guide. Mais vous avez aussi donné des pastilles de couleurs à des grands quotidiens ou hebdo qui ont pignon sur rue. Par exemple, Valeurs Actuelles est orange, c'est-à-dire pas fiable. Pourquoi est-ce que Valeurs Actuelles n'est pas fiable ? Valeurs Actuelles, par exemple, a fait très récemment un reportage à Saint-Denis qui a été extrêmement critiqué, où il y a des gens qui ont refait le reportage, qui montraient qu'il était fait d'une manière très militante et de très mauvaise foi. Valeurs Actuelles, il est arrivé il y a quelques mois ou quelques années qu'ils aillent faire un reportage à Roubaix et où ils soient trimballés dans Roubaix par les gens du FN local de Roubaix. Valeurs Actuelles est un journal qui, à certains égards, ne respecte plus un certain nombre de standards journalistiques et qui, notamment sur Internet, reprend des informations qu'il ne vérifie pas, y compris de la presse tabloïde anglaise. Non, mais je vous coupe, moi, il y a quelques années, à la une du Monde,
Monde, j'avais lu un article qui disait qu'à Toulouse, il y avait une maison de l'horreur. C'était dans le cadre de l'affaire Baudis, qu'on accusait de violer des petits enfants. Oui, mais c'était complètement faux, ça avait fait la une du Monde. Oui. Alors on met une pastille quelle couleur sur Le Monde? Je pense que la différence, c'est qu'il y a une différence entre désinformer sciemment et se tromper de bonne foi et s'excuser. La presse s'excuse pas autant qu'elle aurait dû le faire. Je pense qu'à l'époque, on s'excusait encore moins. L'affaire Baudis, je suis désolé, hein, moi j'étais sans doute au collège pendant l'affaire Baudis, donc je suis pas vraiment, voilà, je me sens pas vraiment tenu pour responsable de ce qui s'est passé au Monde à l'époque. Je pense qu'effectivement, il y a une différence fondamentale entre faire une erreur de bonne foi, la reconnaître et dire je me suis trompé en tant que média, mais je reste dans une démarche qui est correcte, et être un militant qui n'est pas un journaliste et qui diffuse des choses dans un but propagandier. Je pense que cette différence-là, si on commence à ne plus la faire, nous les journalistes, si on commence à dire que finalement tout se vaut, que la parole d'un blogueur quelconque derrière son ordinateur qui reprend finalement des informations de seconde main, qui fait son commentaire, ça vaut celle d'une équipe de journalistes qui va sur le terrain, qui recueille des infos. Si vous commencez à diffuser ce message-là, si la presse commence à diffuser ce message-là, il n'y a plus de journalisme possible parce qu'effectivement on donne raison à ce blogueur et à ces gens qui pensent que tout ça se vaut. Merci beaucoup Samuel Laurent, un des décodeurs du Monde. Merci de nous avoir reçus ici. On va maintenant voir comment un État peut lui aussi investir de plus en plus dans l'information. En l'occurrence, c'est la Russie de Poutine qui veut étendre son influence dans le monde et même interférer éventuellement dans des élections grâce à deux médias que vous avez d'ailleurs classés orange dans votre décodex, c'est-à-dire orange, ça veut dire soyez prudents et essayez de comparer avec d'autres sources. Ces deux médias, c'est Russia Today et Sputnik TV, la voix de son maître. C'est un reportage de Rola Tarsissi, David Dameda et Mathieu Bénard. À chaque manif, désormais, ils sont là. Aux côtés des photographes et des caméramens, les streamers sont aux premières loges. De plus en plus nombreux à filmer du bout des doigts. Ce ne sont pas tous des amateurs. Certains sont payés pour alimenter en continu les réseaux sociaux. Des images brutes, sans commentaire, de la marche contre les violences policières dimanche dernier dans les rues de Paris. Le choc des images, mais sans le poids des mots. Cette jeune journaliste a accepté qu'on la suive, à condition de rester anonyme. Ah, Radio Poutine. Poutine, tu sais que c'est un ancien racaille. Hein? Grâce à son téléphone portable, elle diffuse sur Facebook et Periscope. Mais elle ne nous parlera pas. Son employeur, le site d'information russe Sputnik, le lui a interdit. À mi-parcours, elle apprend qu'en queue de cortège, des casseurs seraient prêts à en découdre avec la police. Elle se précipite pour les filmer. Ces images sont aussitôt retransmises en direct à destination du public français. Vous avez sûrement déjà vu ces logos sur les réseaux sociaux. Ils s'appellent Sputnik ou RT, anciennement Russia Today. Ces médias ont parfaitement compris le potentiel de la viralité, en particulier propagée par les réseaux sociaux. Des médias russes, financés à 100% par le Kremlin et qui diffusent en français. Objectif annoncé, proposer une version alternative de l'information vue de Moscou. Tous les pays du monde veulent faire entendre leur voix sur la scène internationale. Mais quand c'est la Russie qui parle, les Occidentaux se méfient et ironisent sur leur supposée liberté. Il y a une blague où l'Américain dit « Nous, on peut tout à fait librement critiquer le président Reagan ». À quoi le Russe répond « Mais nous aussi, on peut tout librement critiquer le président Reagan ». Ces médias ne seraient-ils que la voix de leur maître ? La liberté de ton y semble parfois toute relative. En 2014, 2 présentatrices basées aux États-Unis ont même démissionné en direct. Ce que la Russie a fait est mal. Et ce n'est pas parce que je travaille ici chez RT que je n'ai pas d'indépendance éditoriale. Je ne peux plus faire partie d'un média financé par le gouvernement russe. Je démissionne. L'idée, c'est démontrer la grandeur de la Russie. Mais pourquoi s'en méfier? La démarche russe, elle est remarquablement transparente. Tout le monde sait que c'est une chaîne d'État.
Allô Paris, ici Moscou. Quelque part entre liberté d'expression et propagande d'État, voici l'histoire de RT et de Spoutnik. 2 médias russes apparus en France il y a 2 ans et qui font déjà polémique. L'adresse des bureaux de RT France est secrète. Vous ne la trouverez ni sur les pages jaunes, ni sur Internet. Nous avons fini par obtenir un rendez-vous, mais à 3000 km de Paris, à Moscou. RT est la 5e plus grosse chaîne d'Europe. Pourtant ici, personne ne la connaît. Elle ne réalise aucun journal en langue russe. Ses objectifs sont ailleurs. Il s'agit de rayonner dans le reste du monde. À l'est de Moscou, la chaîne occupe des studios flambant neufs. Elle fabrique déjà des journaux et des reportages en anglais, en espagnol et en arabe. RT, c'est plus de 2300 salariés à travers le monde pour diffuser l'actualité internationale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Présentateur, technicien, journaliste, RT a tout d'une chaîne d'infos classique à un détail près. Tout comme chez Spoutnik, personne n'a le droit de parler. Seule Anna Belkina est autorisée à s'exprimer au nom de la chaîne. Elle est porte-parole de RT. Notre interview est enregistrée. Je vais juste lancer mon dictaphone. Uniquement pour leurs archives, nous dit-elle. Vous ne nous faites pas confiance? On verra bien. Dites-nous, ils font quoi tous ces gens? Je ne viens pas de la rédaction, donc je pourrais pas trop vous dire. Ils ont tous des fonctions différentes, mais je ne veux pas les déranger pendant qu'ils travaillent. Aujourd'hui, la chaîne du Kremlin lorgne sur l'Hexagone. RT sera peut-être le prochain canal Tout Info à émettre en français. La France est évidemment un acteur majeur de la politique internationale en Europe, où se trouve la Russie. Et le français est parlé dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc on est très impatient de toucher ce public. On espère d'ici la fin de l'année. Pourquoi c'est important pour les Russes d'avoir une chaîne internationale? RT a été lancé en 2005, au moment où beaucoup de pays européens avaient déjà leur propre chaîne. Parce qu'ils avaient réalisé qu'il était très important de pouvoir exposer leur point de vue sur la scène internationale. En France, l'information est indépendante. Elle n'est pas politique. Ce n'est le point de vue de personne, en fait. Je peux avoir mes feuilles, s'il vous plaît? Je vais vous montrer à quel point vous vous trompez à propos de l'indépendance. Donc, France 24, qui est aussi une chaîne publique, comme RT, a été lancée la même année que nous. Et au lancement de France 24, le Premier ministre français Raffarin a dit que la nouvelle chaîne va promouvoir l'expression de la vision française, plus nécessaire que jamais, à travers le monde. Elle est où la différence avec RT? RT aurait donc le même objectif que France 24, être une vitrine de la nation. Nous avons rendez-vous dans le centre de Moscou avec Stanislav Belkovski, un politologue qui a beaucoup travaillé sur les stratégies de Vladimir Poutine. Pour lui, en Russie, l'indépendance d'un média financé par l'État serait tout simplement impossible. Vous savez, chez vous, il existe une différence entre l'actionnaire d'une chaîne et sa direction. Une chaîne peut appartenir à l'État et pour autant être indépendante. Mais en Russie, ça n'est pas possible. Dès que l'État est propriétaire d'une société, il la finance et la dirige à 100%. Et bien sûr, c'est valable dans les médias. Utiliser les médias pour mettre en avant les intérêts du Kremlin, ce serait devenu une priorité. Fin 2013, Vladimir Poutine réorganise par un décret les médias d'État qui émettent à l'étranger et nomme 2 personnes pour les diriger.
Dimitri Kiselev et Margarita Simonian. Proche du président russe, le premier est un journaliste très connu en Russie, notamment pour ses positions homophobes. Je pense qu'en cas d'accident de la route, le cœur des homosexuels doit être enterré ou brûlé, car il est impropre pour le don d'organes. Dimitri Kiselev est aussi un passionné de thèses conspirationnistes. La deuxième personne clé nommée par Poutine est une femme de 36 ans qui connaît par cœur le Kremlin. Elle y a été correspondante pour la chaîne d'État pendant 3 ans. Elle est aujourd'hui rédactrice en chef de RT et de Sputnik. On ne peut pas nier que Margarita Simonian est une grande professionnelle. Mais quel est son job? Son travail, c'est de produire une propagande orientée vers l'étranger qui soutient le Kremlin. Et comme c'est un travail de qualité, les gens regardent. Les Français, par exemple, regardent, mais sans se poser de questions. Ils ne se demandent pas si c'est de la propagande, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça. Moscou, Paris, y aurait-il 2 façons bien différentes de concevoir l'information? Nicolas Hénin en est persuadé. L'an dernier, ce journaliste indépendant a enquêté sur les réseaux Poutine, qu'il regarde avec méfiance. Mais si l'on écoute les grands médias, ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous avons comparé avec lui des images diffusées l'an dernier sur les chaînes Toute Info françaises et celles que l'on a pu voir sur RT. Des images brutes et sans commentaire de manifestations contre la loi travail à Paris. C'est quand même extrêmement caricatural. Ce qu'on voit là, c'est on a vraiment l'impression d'une France qui est à feu et à sang, qui est quasiment en situation de guerre civile, avec des violences bien sûr policières, mais aussi des manifestants. Et c'est exactement le message que cherche à donner la Russie, puisque la Russie cherche à convaincre en France des publics qui sont plutôt vers les extrêmes. Ces images-là, très violentes, on en a vu aussi dans les médias dits mainstream. Sauf que les médias classiques n'ont pas fait que ça. Ils ont aussi montré le factuel, ils ont aussi expliqué ce que c'était que la loi travail, ils ont aussi laissé de la place au débat d'idées. Le vrai problème, c'est que les médias russes se sont focalisés, n'ont rapporté que ces scènes de guerre civile dans Paris, alors que les médias traditionnels ont contextualisé. En quoi c'est intéressant pour la Russie de transmettre cette image? C'est une façon de dire, vous dites que vous vivez en démocratie libérale, mais regardez, nous, notre modèle un petit peu autoritaire, finalement, c'est pas si mal. D'accord, on a peut-être des policiers qui ont la main un petit peu lourde, mais bon, regardez par rapport à ce que vous avez chez vous, c'est pas si grave. L'info à la russe serait-elle en train de gagner du terrain en France? Près du lac d'Annecy, en Savoie, nous avons rencontré un couple féru d'informations. Son épouse ne jure que par les journaux télé. Louis, de son côté, s'informe d'abord sur Internet. Tous les jours, il dévore les nouvelles sur Sputnik. Ce prof d'allemand à la retraite ne fait plus confiance aux autres médias. Il y a de la propagande, forcément. Mais il y a aussi énormément de choses qu'on ne voit pas sur les médias occidentaux, français, entre autres. Propagande, ça veut dire propager. Hein? On propage soit des choses vraies, soit des louanges, soit des critiques, soit des mensonges. Et donc finalement, ce que vous reprochez à nos médias, c'est d'être trop engagés, de mentir, de ne pas être honnête? De beaucoup faire de silence, de beaucoup cacher de choses. Mais je ne suis pas le seul à le penser. Hein. Je le lis un peu partout. Et plus encore que les mensonges des médias, ce qui agace Louis, ce sont les clichés anti-russes.
Il y a des gens, ils vous ressortent à propos de choses aujourd'hui, des trucs sur Staline. Bon, c'était quand même il y a 70 ans. Il y a un grand vilain méchant loup qui est tout près, là, sous la main. Allons-y gaiement. Sur le site de Spoutnik, que Louis consulte quotidiennement, il n'y a en effet aucune propagande grossière en faveur de la Russie. Mais de façon subtile, certains thèmes sont très présents, comme les manifestations contre le pouvoir en place. Spoutnik s'intéresse aussi beaucoup au point de vue du Front National. On trouve aussi quelques articles peu favorables à Emmanuel Macron et des infos insolites pour faire cliquer les internautes. Malgré nos nombreuses sollicitations, le bureau parisien de Spoutnik n'a pas souhaité nous recevoir. Alors pour comprendre comment la rédaction française choisit ses thèmes de reportage et ses interlocuteurs, nous nous sommes rendus dans leur bureau moscovite. Comme chez RT, nous sommes sur écoute. Pour Anton Anisimov, le chef des bureaux étrangers, il y a bien une présence significative du Front National sur les pages de son site. Et voici pourquoi. Au sujet de la représentation de l'extrême droite sur notre site, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Nous faisons des demandes d'interview auprès de tous les politiques français. Mais ils refusent de nous répondre. Et après, ils nous accusent d'être partisans, sans aucune preuve. Quand on fait un sujet sur les autres partis, on nous accuse de ne pas avoir fait notre boulot jusqu'au bout, de ne pas relayer leur point de vue. Mais comment faire, puisqu'ils refusent les interviews? Et est-ce que le gouvernement a son mot à dire sur les informations que vous diffusez ? Vous me demandez si le gouvernement de la Fédération de Russie a son mot à dire dans nos choix éditoriaux? Et je peux savoir comment vous imaginez ça concrètement? Je me doute bien que vous ne recevez pas de coups de fil du Kremlin tous les matins, mais... Merci, parce qu'il y a des gens à qui je dois expliquer que ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais reçu un coup de fil du Kremlin me disant que je devais publier telle ou telle information. Jamais. Pas de censure donc. Mais il existe un moyen bien plus efficace pour s'assurer que le contenu éditorial sera conforme aux désirs du Kremlin. Pour cela, il suffit de vérifier que les journalistes que l'on recrute partagent le point de vue de Moscou. Fin 2014, le présentateur de la revue de presse européenne sur France Inter a répondu à une petite annonce. Il est 6h48 sur France Inter. Anthony Bélanger, oui. Histoire du monde avec vous, ça se passe... Anthony Bélanger se souvient encore de son entretien d'embauche. L'annonce qui l'intéressait évoquait la présentation d'1 heure de radio quotidienne, financée par un pays européen. L'entretien débute par des questions très orientées. On n'était pas très loin du drame du MH17, vous vous souvenez, cet avion qui avait été abattu au sud d'Ukraine. Et donc ils ont absolument voulu savoir si je croyais dans la théorie néerlandaise, comme ils disaient ça, c'est-à-dire qu'en fait c'était des pro-russes ou américaines qui avaient abattu l'avion. Je lui ai dit, écoutez, comme journaliste, j'attends d'avoir le rapport complet, mais enfin ça laisse peu de doutes. En tout cas, il me semble que, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais enfin, à lire les différents articles de différents médias, il me semble qu'il y a peu de doutes. Et ils sont partis dans une espèce de tirade totalement délirante sur le fait que c'était pas du tout, c'était un complot américano-néerlandais, qu'en fait, cet avion a été abattu probablement parce que on voulait du mal à la Russie, on voulait prouver que... Après quelques minutes d'entretien, les recruteurs, proches de l'équipe de RT, donnent aux journalistes une précision importante. C'est au moment de l'interview, d'une manière assez brutale, où ils m'ont dit « Est-ce que ça vous ennuie si c'est la Russie qui paye cette heure d'info ?» Alors, la question à laquelle j'ai répondu « Oui, ça m'ennuie. » Et à aucun moment avant cette minute? Non, à aucun moment il a été question de la Russie, sinon je ne serais pas venu. En fait, le but était quand même qu'on arrive jusqu'à l'entretien d'embauche. À son lancement, début 2015, RT a attiré beaucoup de jeunes journalistes qui espéraient faire de l'info de manière indépendante. Au téléphone,
L'un d'entre eux nous raconte qu'il a passé 3 mois dans la rédaction du site russe. Allô ? Avant de choisir de partir. Nous l'enregistrons à son insu. Alors on a jamais imposé des phrases dans les modifications de fond suivantes que j'ai en tête. Là, c'est le dossier ukrainien qui a très vite fait naître une espèce de petite mutinerie à Paris. Il faut savoir la rédaction était à Paris, mais la rédaction en chef était à Moscou. Et on s'est assez vite levé contre la manière dont le dossier ukrainien était traité. Et du coup, au lieu de nous écouter sur ce sujet, ils ont tout simplement dit « Ok, vous n'écrivez plus sur l'Ukraine ». Et là, on a vu effectivement passer des titres qui étaient assez terrifiants. Par exemple, l'expression « les fascistes de Kiev » dans le titre. Ça allait très loin dans la propagande. Et concrètement, la propagande, elle se matérialisait comment ? Le réflexe, c'était de systématiquement, d'une part, appeler le Front National, et puis c'était aussi de systématiquement de casser du sucre sur le dos de l'Union européenne, qui était l'ennemi, quoi. Les rédactions parisiennes de Sputnik et RT auraient fini par recruter une trentaine de journalistes. D'ici la fin de l'année, RT envisage d'émettre en France via les box et le satellite. Mais suite à une série d'avertissements des autorités anglaises à la version britannique de la chaîne, le CSA a demandé à RT France de créer un comité d'éthique pour garantir la déontologie. La chaîne a choisi 3 personnes. L'économiste russophile et anti-euro Jacques Sapir, l'académicienne Hélène Carrère d'Ancos et le député des Français de l'étranger Thierry Mariani. Ce dernier confirme avoir donné son accord, tout comme Jacques Sapir, qui dit avoir accepté au nom d'un principe fondamental. Le pluralisme, ce n'est pas d'entendre ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est d'entendre toutes les voix, même celles que vous n'avez pas envie d'entendre. Et donc, je pense qu'il est bon, comme on a aussi la présence de voix officielles ou quasi officielles pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, que l'on puisse avoir le point de vue russe. Hélène Carrère d'Ancos, en revanche, ne semble pas vraiment au courant de sa participation au fameux comité. Vous ne faites pas du tout partie du comité d'éthique de Russia Today. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas Russia Today. Voilà, la réponse est très simple. Au revoir, madame. Le CSA vient d'écrire à l'académicienne pour tirer l'affaire au clair. Mais avec ou sans comité d'éthique, les Russes continuent de croire en leur chaîne en français. Il y a quelques semaines, les députés de la Douma ont donné leur accord pour une rallonge de 18 millions d'euros, amenant le budget de la chaîne à 275 millions annuels. C'est 30 de plus que France 24 et RFI réunis. Et voilà pour ce reportage signé Rola Tarsissi et David Dameda. On se retrouve maintenant devant le centre culturel et spirituel orthodoxe que l'on appelle aussi la cathédrale Poutine, parce que c'est bien la présidence russe qui l'a voulu, cette cathédrale, comme elle a voulu le développement de ces nouveaux médias internationaux qu'on vient de découvrir. Et on se retrouve avec vous, Aude Lancelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancienne directrice adjointe de la rédaction de l'Obs. Vous êtes considérée comme une journaliste critique, on va dire, notamment depuis que vous avez publié ce livre, Le Monde Libre, pour raconter notamment comment vous avez été viré de cet hebdomadaire L'Observateur. C'est à la fois drôle et pas drôle. Drôle à lire pour nous, pas drôle pour vous parce que vous avez été viré. On va y revenir. Mais d'abord un mot sur ce qu'on vient de regarder ensemble. Est-ce que c'est inquiétant, cette mainmise de Poutine sur des médias qui essayent de s'étendre à l'étranger ? Je crois qu'on l'a vu, ce sont incontestablement des médias désinformateurs, un peu barbouzards. Maintenant, je ne pense pas qu'un excès de paranoïa soit une bonne attitude face à ça. Finalement, ce à quoi on est en train d'assister, c'est un rééquilibrage après 30 ans de domination sans partage idéologique des États-Unis, peut-être sur nos esprits, peut-être sur les médias. Pensez à la fondation de CNN. CNN est créée en 1990 au moment de la guerre du Koweït. On se doute bien que c'est pour porter la voix des États-Unis dans le monde, notamment sur les questions militaires. Moi, ce que je crois, c'est que si des instruments finalement de propagande aussi grossiers que peut l'être le site Sputnik en France arrivent vraiment à détraquer nos opinions occidentales, c'est vraiment que nous sommes très fragiles. Or, je ne le crois pas à ce point. Alors, ce qu'on a vu ce soir, donc c'est ces médias
Poutine, entre guillemets, qui essaie de s'étendre. Et puis, on avait aussi la question des fake news, les Américains un peu complotistes qui essayent de faire croire des choses absolument invraisemblables. Mais alors, à vous lire, donc, Le Monde Libre, on se dit que cette défiance vis-à-vis des journalistes, elle est d'abord due aux journalistes. C'est d'abord les fautes d'une profession qui font que cette profession n'a plus la confiance du grand public. Et d'abord, une sorte de bien-pensance. On est extrêmement conformiste. C'est d'abord ça que les gens nous reprochent? Oui, c'est vrai qu'il y a une homogénéité idéologique très impressionnante maintenant dans les médias français. Encore une fois, j'essaie tout de même d'éviter de faire le procès des journalistes en tant qu'individus, parce qu'il faut le dire tout de même aux gens, certains se battent encore là où ils sont. Mais il y a eu des déplacements capitalistiques très importants dans ce milieu depuis une dizaine d'années qui font que la liberté d'expression pour les journalistes est énormément restreinte. Moi, j'aimerais citer une phrase de la charte qui fixe au niveau européen les droits et les devoirs des journalistes, qui est la charte de Munich, qui date de 1971. Le journalisme doit plus au public qu'à son employeur, ou qu'à l'État dans lequel il vit, qu'à la puissance publique à laquelle il est soumis. Le journaliste doit absolument toute la vérité au public. C'est ça qui fixe et ses droits et ses devoirs. Et je trouve ça très beau, mais évidemment c'est assez ravageur quand on l'applique à notre corporation, parce que qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, privilégie réellement les intérêts du public à ceux de ses employeurs? Donc en fait, la presse française qui, après-guerre, était une presse indépendante, qui avait connu une renaissance après l'occupation, ça a duré de 1945 à il y a quelques années, et tout a changé depuis que sont arrivés les industriels. En gros, 100% des grands médias français aujourd'hui ont été rachetés par des industriels? À peu près 90% des médias français sont aujourd'hui détenus par le CAC 40. Il faut prendre toute la mesure de ce que ça veut dire. Cela a forcément des répercussions politiques fondamentales, parce que ces patrons de médias sont des gens qui sont en affaires avec l'État ou qui ont des intérêts industriels parfois colossaux, qui ont besoin d'avoir comme on dit, des relations de confiance avec la puissance publique. Et donc ce n'est pas un régime sain, ce n'est pas un système sain. Que 9 milliardaires détiennent l'information en France, il faut que les gens prennent conscience que cela nuit véritablement à notre démocratie. Ce que vous racontez aussi, c'est le petit univers assez parisien, en fait, du monde des intellectuels de la pensée, puisque vous travaillez à l'Obs, qui était le journal de la gauche. Et ce que vous racontez, ce qui est assez amusant, c'est comment il y a dans ce petit univers des personnages qui sont absolument intouchables. Effectivement, nous avons des personnalités qui sont des véritables plaques tournantes de ce système. Je pense évidemment à Bernard-Henri Lévy, je pense aussi à Alain Minc, à tous ces gens, effectivement, qui depuis des années dans ce pays, qui parfois depuis des dizaines d'années, effectivement, parviennent par leur réseau d'influence à peser véritablement sur l'opinion publique, et parfois même, on l'a vu pour la guerre en Libye, à imposer des décisions à l'État extrêmement lourdes. Ouais, en même temps, c'est pas un univers qui est en train de disparaître, ça? Je pense à l'Obs, je pense à ces intellectuels que vous venez de citer, à leur influence. J'aimerais être aussi optimiste que vous sur ce point. Malheureusement, je vois que lorsque l'un d'entre eux est discrédité, démonétisé, un autre surgit qui finalement remplit le même office sur la scène médiatique, si vous voulez. Merci beaucoup, Aude Lancelin. Merci de nous avoir rejoints ici devant la cathédrale russe à Paris. Je rappelle le titre de votre livre, Le Monde Libre, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir sur ce qu'on a appelé le divorce entre la presse et ses lecteurs dans ce 362e numéro de Complément d'enquête. Merci à ceux qui m'ont aidé à la préparer. Thomas Auro, Joël Bruyandet, Clément Castex à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission avec un grand reportage consacré au Club Med. Très bonne soirée sur France 2. Tout de suite, l'Orchestre Philharmonique de Vienne célèbre les 30 ans